Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de votre présence en nombre. On est ravis de vous accueillir dans ce lieu et surtout à l'occasion de cet événement important. Un lieu qui est particulier car on nous a mis dans le cadre ici d'une cave liée à l'alimentation ou d'un caveau peut-être lié à la mort, on ne sait pas encore. Un lieu qui finalement est d'abîme et de lumière. On voit qu'on a la lumière sur nous et qu'on nous rend ténébreuses les fenêtres. L'obscurité sera certainement pas présente parmi nos propos. On essaiera plutôt d'amener la lumière sur une forme d'ignorance ou de représentation que l'on peut avoir sur ce sujet de boire et manger avec les morts, où nos propos d'outre-tombe trouvent une place on ne peut plus sacrée ici dans ce sous-sol royal. Alors, si on s'intéresse rapidement au sujet de boire et manger avec les morts, d'un point de vue universitaire, eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire finalement. On s'aperçoit que le monde de la recherche sur ce sujet est assez réduit et on a une actrice qui a vraiment travaillé sur ce thème, hein, qui est Céline, ici présente, qui du coup a l'occasion et nous donne la chance d'avoir un ouvrage qui porte ce titre, ouvrage qui est à votre disposition en vente auprès de Madame, la libraire, durant les premiers moments de cette soirée et en dédicace après jusqu'au bout de la nuit auprès de Céline ou demain directement aux presses universitaires sur le salon du livre des Rendez-vous de l'Histoire. On est ici tous ensemble pour une petite heure et demie et on va avoir une grosse difficulté pour commencer car on se doit de se retrouver dans cette salle pour parler du repas sans nourriture et parler de mort entre vivants. Ça va être compliqué d'être tangible, mais si on avait dû s'appuyer finalement sur l'archétype de cet événement, que sont les Rendez-vous de l'Histoire, on aurait pu envisager de parler de boire et manger avec les morts sous un angle historique classique, un événement de guerre ou autre. Et finalement, on a décidé de passer outre ce sujet, car la lecture anthropologique des rituels de boire et de manger s'oriente soit sous un angle individuel ou collectif, soit sous un angle festif ou pas. Je dis ça des fois en me tournant parce que vous allez voir que chacune des intervenantes autour de moi a sa spécificité, sous un angle funéraire ou non, de moments partagés quelquefois ou de repas du quotidien avec une pratique des lieux, une pratique du temps, une pratique de l'espace, un choix des produits, une vision des convives aussi sur ce sujet de manger avec les morts, autant finalement de symboliques qui vont provoquer notre imaginaire et qui vont nous obliger à observer la relation qui existe entre ce fameux repas et la notion des morts ou de la mort. On observera non seulement les mets, mais également les boissons qui sont partagées dans ces différentes temporalités. On envisagera d'évoquer également le dialogue qui peut exister avec les morts comme une forme de lien social qui continue et qui nous permet de nous rapprocher du sacré. Pour m'accompagner dans cette soirée, j'ai autour de moi différentes personnes. Céline Geffroy, je vais vous laisser vous présenter en une phrase. Céline, merci. Bonjour. Alors, je suis Céline, anthropologue. J'ai vécu 22 ans en Bolivie où j'ai mené des recherches sur l'ivresse et rituels collectifs et festifs. Voilà. Lou. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Lou Karmarek et je suis anthropologue et ethnobotaniste et je suis actuellement postdoctorante au musée du Quai Branly à Paris. Catherine. Bonsoir. Alors, moi, je suis socio-anthropologue de la santé, figurez-vous, alors que je travaille depuis 35 ans sur la mort. J'ai été enseignante pendant 20 ans en faculté de médecine, où j'ai eu très peu le droit de parler de la mort, donc il fallait le faire en catimini. Heureusement, les études qualitatives, notamment à l'hôpital, étaient, elles, possibles. Et j'ai aussi travaillé sur les violences institutionnelles des lieux de soins. Et mal manger, manger froid, ne pas manger ce que l'on aime à la fin de sa vie, alors que peut-être on pourrait vous le proposer, ça fait partie des violences institutionnelles. J'ai travaillé sur toutes ces questions. Merci Catherine. On va parler de mort, mais finalement, pour parler de mort, il faut peut-être commencer de définir ce qu'est la mort. Mais derrière définir, tout de suite, on imagine la notion de définition. Et pour nous tous, surtout pour les personnes qui s'intéressent à l'histoire, une définition,
ça prend part à une place dans un dictionnaire. Plus le dictionnaire est ancien et originel, et plus la définition trouve une forme de vérité. Or, dans la mort comme dans la vie, il n'y a pas de définition unique et de vérité absolue. Il n'y a que des définitions que chacun envisage d'inscrire. Pour certains, la vie commence à l'état très embryonnaire, pour d'autres à l'état de fœtus, avec un certain nombre de semaines aménorrhées, alors que pour d'autres, peut-être que le simple niveau du spermatozoïde est déjà une forme de vie. De même que pour la mort, certains envisagent que la mort s'inscrive à l'état du cœur qui s'arrête, comme d'autres où l'esprit va continuer de perdurer et amènera finalement encore une présence de vie après la mort. J'ai un ton naturellement très cérémonieux pour montrer qu'il y a dans cette forme de vie après la mort une lecture importante. On peut penser naturellement, pour commencer, à toutes ces veillées mortuaires durant lesquelles il y a un repas qui s'instaure. Pour ma part, j'ai des origines alsaciennes et dans ma famille éloignée, on n'hésite pas pendant plusieurs jours de continuer de participer au repas avec le défunt assis dans son lit, comme on le voit ici dans une famille irlandaise. J'ai, il y a 3 jours, eu l'occasion d'animer une soirée sur les 50 ans du film La Grande Bouffe, en présence d'Andrea Ferréol. Et on voit dans ce film également de nombreuses scènes qui, là, tirent du ridicule, vous allez me dire. On n'est plus avec un ton cérémonial à avoir, ou cérémonieux, mais malgré tout, il nous montre que dans certaines exagérations, certaines personnes n'hésitent pas à envisager de se donner la mort par la nourriture, voire, dans la deuxième image, celle de droite, d'envisager de trinquer avec 2 défunts présents dans la chambre froide vitrée, juste en face d'eux. Ce qui amène finalement à une potentialité déjà de lecture de boire et manger avec des morts, qui là, vous allez me dire, est totalement anachronique, compte tenu qu'il y a une lecture cinématographique du sujet. Pour autant, l'histoire nous a rappelé récemment qu'un certain nombre de personnes n'ont pas hésité, durant une veillée mortuaire, à participer justement dans des bars, dans des restaurants, au suivi des obsèques ou de la veillée mortuaire d'une personne on ne peut plus connue qu'Élisabeth II. Et en cela, on voit bien que dans d'autres cultures plus éloignées de nous, Madagascar par exemple, c'est l'âme et l'esprit du proche disparu qui, pour quitter l'enveloppe corporelle, charnelle, terrestre, est accompagné par tous les bons sentiments et la chaleur humaine à travers la présence de repas qui sont partagés ou qui sont offerts psychologiquement et spirituellement, comme on peut le rencontrer dans d'autres pratiques culturelles, comme ce sera largement abordé par les 2 personnes à ma droite, que ce soit au Mexique ou sur d'autres territoires. Je continue d'avancer et ça donnera la possibilité à Lou d'évoquer certains sujets. On rencontre naturellement, après la crémation, dans certains rites et traditions hindous, des repas comme ça, à domicile, effectués par la famille, qui s'ouvrent largement à l'ensemble des personnes qui peuvent être accueillies à partager ce repas. Et puis plus proche de nous, on rencontre aujourd'hui, je ne sais pas si ça va être suffisamment visible et lisible, mais on rencontre aujourd'hui, vous voyez que là je suis allé ni plus ni moins sur Twitter, des personnes qui invitent tout un chacun à venir partager la veillée autour d'un apéritif dînatoire organisé par les familles. Ici, une autre situation, c'est cette fois un repas d'après-obsèques où une collation est est offerte. Et en cela, on trouve même aujourd'hui nombreux prestataires de services qui proposent d'offrir donc des repas à destination des funérailles, voire même dans les garanties obsèques, des propositions d'organiser déjà bien en amont de son vivant ces futures funérailles et les futures réceptions gastronomiques qui auront lieu durant les funérailles. Donc quoi, la gastronomie, c'est un sujet sérieux, quelle que soit la période et la temporalité. On voit finalement que dans cette continuité que l'on essaye de donner à notre vie, après la mort, il y a différents modes. Il y a ceux qui envisagent de continuer de déjeuner en présence de l'urne funéraire, comme vous pouvez la voir en haut à droite. Il y a ceux qui, plus traditionnellement, par la bénédicité ou une prière ou un recueil, envisagent de continuer de communiquer avec les personnes défuntes. Il y a ceux qui, comme dans ce film Le Viager, envisagent de laisser une place libre pour la personne disparue, voire de laisser son assiette, voire quelquefois un portrait aussi de la personne à la place de sa présence physique. On voit dans d'autres pays
légèrement éloignés des nôtres, des repas très festifs, largement organisés au moment des offrandes ou des obsèques. Concernant les offrandes, de nombreux pays d'Asie sont connus justement pour nous présenter une forme d'offrande déposée sur la rue, que l'on peut largement voir au Vietnam en se promenant dans ces rues, ou déposée directement dans des temples. Chose que l'on rencontre également dans d'autres pays d'Asie, comme les cultures funéraires coréennes, et dans des pays tels que Manille, où là, sur les tombes directement, il y a des offrandes de bananes, nouilles, fruits et cigarettes, qui est une forme de gastronomie comme une autre. Pour rester sur cette lecture des Philippines, par exemple, on voit qu'il y a des banquets organisés régulièrement à des dates clés où, en fonction des niveaux sociaux de chaque individu, on s'installe directement sur la tombe ou dans la chapelle familiale, qui donne lieu à des grandes festivités, des festivités où Barba Papa et Pizza Hut sont présents dans le cimetière pour offrir des prestations alimentaires ou gastronomiques, chacun y verra l'angle et la perception personnelle, avec quelquefois des tombes où la chapelle donne lieu carrément à une forme de restaurant extérieur. On a aussi d'autres traditions, telles qu'en Russie, où on n'hésite pas à installer à titre définitif une table et des bancs à côté de la tombe pour que les familles puissent venir dîner ou déjeuner tous les week-ends en présence du défunt assis à côté. Chose naturellement où boire à l'intérieur et manger à l'intérieur d'un cimetière n'est pas nécessairement autorisé dans tous les pays, tels que le nôtre, où je le rappelle qu'il est interdit déjà d'ouvrir un débit de boisson à proximité d'un lieu de culte, donc d'autant plus dans un cimetière. Toutefois, on n'hésite pas en France, comme vous le savez, à avoir des formes de tradition également, où on donne un lien de cause à effet entre la mort et la gastronomie, pour d'autres raisons, à la période de la Toussaint, où nombreux sont les restaurateurs à proposer des menus dits de Toussaint, où là aussi, ça pourrait prêter à rire ou à sourire. Le monde de la restauration collective aussi envisage des menus spécifiques pour les vacances dites de Toussaint, où on sait, vous comme nous, qu'il y a, pas une dérive, mais une forme de transformation. Et là, je laisserai la place à Céline sur ce sujet, pour nous montrer que la Toussaint s'est transformée au fil de l'eau, que les offres de restauration collective et thématiques se sont tournées sur le dit Halloween, avec des propositions culinaires variées, pas toujours dans les goûts et les couleurs de chacun, mais qui prêtent malgré tout à sourire, à rire pour les jeunes, les plus jeunes tout du moins, sur le sujet de la mort, et donne lieu à beaucoup de créativité dans cette symbolique qui nous vient donc du Mexique. Dernière image, avant de laisser la parole à mes consoeurs, il y a aussi toute la créativité culinaire, gastronomique, pâtissière, chocolatière que l'on peut rencontrer autour du jeu d'utiliser la mort comme étant un élément de représentation divers et variés. Ici, un artiste a décidé de s'illustrer dans sa dernière posture défunte, tout en chocolat, avec l'ambition finalement que d'autres viennent croquer son corps. Cela donc avec une vertu possible peut-être d'envisager in fine, à la fin de notre table ronde, d'envisager de parler de cannibalisme ou d'anthropomorphisme, mais ce n'est pas du tout le projet de parler de ce sujet. Donc on va revenir réellement à notre sujet de boire et manger avec les morts, et pour ce faire, compte tenu que j'ai commencé avec mon premier diaporama sur une forme chronologique de la vie à la mort, avant la mort, il y a finalement l'appréhension de la mort, l'approche de la mort, le moment où on commence de s'apercevoir qu'on s'illustre comme un futur mort. Et la première fois que j'ai rencontré Catherine, elle m'a contacté pour envisager de collaborer ensemble sur l'intérêt de faire déguster du vin à des personnes en situation de soins palliatifs dans leurs derniers jours parmi nous, et de voir en quoi finalement ça pouvait amener un plaisir quelconque ou important. Et du coup, on va commencer par aborder ce sujet, chère Catherine. La sensation du plaisir alimentaire dans une situation de soins palliatifs est-elle réellement un levier dans un tel contexte ?
Alors oui, c'est bien de commencer par cette période avant la mort, parce qu'il s'y passe un certain nombre de choses qui nous intéressent. Et donc, ce qui peut se passer en soins palliatifs ou dans les EHPAD où les gens terminent leur vie peut être soit marqué, mais rarement en soins palliatifs, mais dans les EHPAD ou dans des services hospitaliers, marqué par une somme d'interdits qui rend le fait de se nourrir si peu intéressant que beaucoup oublient de le faire ou n'y trouvent aucun plaisir, alors qu'ailleurs, et j'avais mené une étude en 2011-2012 dans plusieurs services de soins palliatifs et plusieurs EHPAD qui, eux, faisaient une part tout à fait importante à ces saveurs des derniers jours, et je voyais combien ça faisait complètement partie d'une éthique du soin, d'une philosophie du soin qui se développait dans ces lieux, parfois de manière clandestine, c'est-à-dire que la direction de l'hôpital n'était pas forcément au courant du fait qu'on pouvait y boire du vin dont on connaissait d'ailleurs le vigneron qui l'avait produit, qu'on pouvait y faire des omelettes au cèpe, alors que vous savez probablement que les œufs sont absolument interdits dans les établissements de santé. On y faisait donc un certain nombre de choses et on en consommait un certain nombre et on en consommait avec les patients, ce qui m'intéressait beaucoup. Et d'une certaine manière, cette étude a permis de sortir de la clandestinité des pratiques qui n'étaient pas si exceptionnelles que cela. Mais personne, en fait, ne les mettait en commun avant que nous puissions le faire, et qu'il y ait aussi un petit film que vous pourrez regarder sur notre site Questionner autrement le soin, et qui s'intitule « Fin de vie, plaisir des vins et des nourritures ». Je voudrais, c'est ce pourquoi j'ai chaussé mes lunettes et pris mon papier, vous dire qu'il n'y a pas seulement le fait de consommer qui amène du plaisir. Voilà, et je lis son témoignage, ce qu'une infirmière en équipe mobile de soins palliatifs à domicile m'écrivait. À domicile, j'ai connu un monsieur qui était très épicurien et qui aimait beaucoup manger, et en fin de vie, il ne pouvait plus. Il avait demandé à son épouse de lui mettre tous les jours à côté de son lit un verre de vin et une assiette avec ce qu'elle préparait, et ça restait là sous ses yeux. Il regardait, il sentait. Le matin, c'était le café, le midi, les plats avec entrée et dessert, et le soir, la soupe et le pain. À chaque repas, il y avait le menu, et son épouse lui disait à voix haute quel était le menu avant de lui apporter. Et il lui demandait de manger à côté de lui. Et donc, il entendait le bruit des couverts. Et cette infirmière dit « J'ai beaucoup appris avec cette situation. » Elle a trouvé ça très touchant. Mais elle a aussi compris, et elle a ensuite milité pour que ce soit possible à chaque fois que les patients le voulaient, compris combien donc l'odeur, la vue des plats, le fait de voir les gens manger encore, est profondément réconfortant et peut-être attendu, pas du tout du côté de la frustration, mais au contraire du côté du partage virtuel. Alors c'est un peu autre chose que les apéros Zoom pendant la période Covid, où c'était virtuel aussi, mais il y a là quelque chose de communiel qui effectivement nous intéresse beaucoup. Et alors que assez souvent je rapporte ce que cette infirmière nous a appris, j'ai le souvenir qu'une femme médecin très émue un jour prend la parole dans une assemblée comme la nôtre et me dit c'est l'occasion pour moi de rapporter la supplique de mon père. Avec mon frère, nous venions nous occuper de lui pendant les dernières semaines de sa vie. Il était alité au premier étage et nous étions au rez-de-chaussée où nous prenions nos repas. Et puis à un moment, nous nous sommes dit, sans songer à lui demander, que peut-être ce serait mieux qu'on aille manger au restaurant et qu'il ne nous entende pas manger, ça pouvait peut-être le faire souffrir. Et leur père les a suppliés de continuer à manger et à rire et à se réjouir au rez-de-chaussée et qu'ils soient là uniquement par le son, en communion avec eux. Ce qui veut dire que se manger et boire avant la mort peut être directement effectivement quelque chose qu'on consomme et qu'on consomme avec d'autant plus de plaisir
que le savoir médical a contribué à réduire, par exemple dans le cas de chimiothérapie, les douleurs de la bouche, et notamment les mucites, qui ne manquent pas d'altérer le goût et même de rendre douloureux le fait de manger. Lorsque le savoir médical sert à cela, à réintroduire la saveur des derniers jours, je trouve que c'est effectivement une éthique du soin qui mérite d'être connue et reconnue. C'est pourquoi je m'étais attachée à faire connaître le plus largement possible ce beau travail d'implication et d'attention au goût très varié des patients, et puis à sortir de la seule dimension thérapeutique. Le fait de pouvoir manger ou boire du vin ou se faire livrer des choses à l'hôpital que l'on aime. C'est un gros problème le fait que nous indiquions maintenant cuisine thérapeutique, repas thérapeutique, verre de vin thérapeutique pour des patients. Il serait tellement plus allégeant que de se libérer de cette dimension d'extrême médicalisation de la fin de vie. C'est un courant qui existe très fortement, mais pas seulement dans le champ des soins palliatifs. Nous sommes en plein débat sur la fin de vie. Je travaille beaucoup avec les Suisses et les Belges qui me disent le nombre de coupes de champagne partagées juste avant le geste euthanasique ou celui du suicide que le patient se donne, et combien des repas sont organisés aussi juste avant ce moment-là. Ce qui veut dire que ce qui est possible dans un cadre qui militerait contre l'aide active à mourir est tout à fait transposable dans un autre où le fait d'apporter cette aide est considéré complètement comme un soin, comme un prendre soin de la mort de l'autre, et où nourriture et alcool, car nous remarquions avec un médecin qui a accompagné plusieurs patients en Suisse que c'est tout de même très souvent le vin et le champagne qui se partagent à ces moments-là. Merci Catherine, gardez le micro. Mais j'entends bien, mais vu que la dimension de la sensation perceptible, gustative, olfactive a commencé de perdre ses compétences, est-ce que les mots viennent répondre justement à la recherche de plaisir dans une telle situation, ou est-ce que c'est simplement le fait de partager avec son entourage, avec les membres de sa famille, ces derniers instants qui rend le plaisir réellement existant? On n'a pas d'échelle de plaisir quand même de ce qui se passe à ce moment-là. Je ne sais pas si ce sont les mots, c'est la qualité de la présence sensorielle auprès de l'autre qui me semble importante. Ça peut être les mots, ça peut être à la maison de Gardanne, qui, vous le savez probablement, est un modèle dans les soins palliatifs inventifs en France. On emmène des patients qui vont bientôt mourir au marché et on va voir les étals pour leur couleur, leurs produits, et c'est une forme de plaisir que les patients apprécient beaucoup. Mais certains d'entre eux ne mangent plus autrement que par voie parentérale et donc de manière artificielle. Même si à Gardanne, sans doute, on se remet à manger alors qu'on ne mangeait plus en oncologie, par exemple. Et là, on redécouvre effectivement quelque chose qui est de l'ordre du plaisir, même si on ne peut plus manger en grande quantité. Et c'est aussi un établissement où on fait très attention à offrir de belles et bonnes choses en petite quantité, si c'est ce qui est souhaité. On n'est pas encore dans une situation ritualisée de cette offre de mets et de boissons. Ça reste des exceptions. Eh bien, à partir du moment où, dans quasiment, parce que c'est une belle contagion, j'allais dire, à partir du moment où ça s'est su que ça se faisait comme cela dans de nombreux services, ils s'y sont tous mis. Moi, d'ailleurs, je continue à avoir des invitations. Venez voir comment nous offrons l'apéritif le vendredi soir à tous nos patients et à leurs proches. Et donc, je traverse la France pour aller voir cet apéro du vendredi soir. Si ça se ritualise au sens où ce temps est à la fois pris dans une forme de chronologie qui est propre au rite, dans une forme de solennité aussi, même si c'est joyeux.
moi j'y trouve de la solennité. On est vraiment dans quelque chose d'exceptionnel aussi parce que l'on sait que cela se termine bientôt. Et à la fois, on est dans la continuité de ce que l'on a toujours aimé et de ce qu'on a toujours aimé faire ensemble. Et ce qui me semble très intéressant quand les soignants participent, autant vous dire que si le médecin est d'accord et qu'il est le premier à ouvrir les bouteilles, que c'est possible. Hein. On est quand même dans un pouvoir médical très vertical en France, même dans des unités de soins palliatifs inventives. Et donc, si le médecin décide que oui, on ouvre les bouteilles et on mange ensemble et on sort de cette séparation spatiale où le patient mange dans sa chambre, souvent seul, avec très peu d'appétit. On réintroduit le fait de manger avec lui et de boire avec lui et d'y associer les proches et d'y associer par exemple les enfants qui viennent rendre visite. Il y a là vraiment, oui, quelque chose de tout à fait important et il ne vous étonnera pas d'apprendre que dans ces mêmes services, il est possible, une fois que le décès a eu lieu, alors que le patient est encore dans sa chambre, parce qu'on y reste un peu plus longtemps que dans les autres services hospitaliers, dans sa chambre qui a été sa dernière demeure, d'une certaine façon, les repas puissent être organisés alors que le patient est décédé. Là aussi, plutôt que la rupture, le cumul de ruptures, on est dans une forme de continuité de la commensalité. Merci Catherine. Donc de rituels familiaux mis en place dans des situations particulières, on passe aux rituels plus communautaires, plus culturels, où Lou et Céline, vous avez toutes les deux observé des territoires. Quelles sont finalement les organisations et les pratiques de ces différents rituels que vous avez pu analyser tout au courant de vos travaux anthropologiques? Laquelle veut commencer? Lou, allons-y. Merci. Et merci pour cette petite photo de Guadeloupe. Donc moi, j'ai travaillé précisément avec des personnes hindoues, donc en Guadeloupe. Et le rapport avec l'alimentation et le décès est de deux ordres. Donc il y a déjà des moments, en fait, au moment du décès d'une personne proche dans une famille, on va cesser, par exemple, de consommer certains aliments, et particulièrement de la viande, à partir du moment du décès. Et ce, à peu près jusqu'à 9 jours après l'enterrement. Et la reprise de la viande se fait avec le sacrifice d'un coq, donc, qui est partagé par les membres de la famille. Et donc, à ce moment-là, on peut reprendre une alimentation carnée. Et ce rapport avec l'alimentation, il est dû déjà à la pratique de l'hindouisme, qui a un végétarisme contextuel. Par exemple, quand on va faire une offrande au temple, on est obligé de jeûner, c'est-à-dire qu'on s'abstient de manger de la viande, on s'abstient de passer devant une boucherie, on ne va pas dans un cimetière. On arrête aussi toute activité sexuelle, donc tout ce qui a rapport avec le corps ou avec ce qui est considéré comme impur. Et c'est plus ou moins la même chose lorsqu'il y a un décès. Et lorsqu'il y a eu un décès dans une famille, les personnes qui donc ont participé à laver le corps, bon, ça ne se fait plus maintenant qu'il y a les pompes funèbres, mais qui en tout cas ont été en contact visuel ou tactile avec le défunt, ne peuvent plus accéder au temple pendant assez longtemps. Ça peut aller de 3 mois, voire 1 an. Et donc tous ces interdits-là qui sont liés à l'alimentation tiennent aussi, relient aussi avec une autre question que je pense dont on pourra tous discuter, qui est l'identité du défunt. Donc pas uniquement la personne qui était vivante, donc avec son nom, son prénom, sa fonction, mais aussi et surtout le rapport que cette personne décédée continue à entretenir avec les vivants. Et je pense particulièrement, donc ça se fait à la Guadeloupe, ça se fait aussi à la Réunion, juste pour rester sur les Outre-mer, ce qu'on appelle les gourous. Donc les gourous, donc c'est le mot qui est tiré de langue nord-indienne, donc qui est un défunt qui a eu un statut d'autorité religieuse et qui peut donc continuer à enseigner aux personnes vivantes, donc soit par voie de rêve, soit par don de vision, etc. Je ne rentre pas forcément dans les détails. Et ces gourous sont présents dans les temples hindous. À La Réunion, ils ont carrément des chapelles qui leur sont dédiées à l'intérieur des temples. Et on leur fait donc des offrandes d'encens, de camphre et de nourriture. Donc généralement de la nourriture végétarienne, mais ça peut aussi être de la nourriture sacrificielle.
On peut retrouver par exemple dans les temples hindous à certains moments des rituels. Donc ça se fait de manière un petit peu dissimulée, pas tellement visible, mais on peut leur offrir un petit peu de la nourriture qui a été consacrée pour les dieux. Donc on l'offre d'abord pour les dieux, puis ensuite on la met à côté pour les défunts de la famille. Particulièrement si certains de ces défunts ont leurs cendres mises pas très loin du temple. C'est rare, mais ça arrive. Et donc la deuxième situation, je me demandais si vous vouliez rebondir sur quelque chose de particulier. Donc la deuxième situation, je vais y venir avec un exemple dont peut-être vous avez entendu parler, qui est le rhum. Donc aux Antilles et aux Caraïbes de manière générale. Peut-être si vous y êtes allé, vous avez déjà vu ce genre de choses, mais on peut, par exemple, quand on ouvre une bouteille de rhum blanc, on verse toujours la première goutte pour les esprits et pour les défunts. Toujours. Quand certaines personnes boivent du rhum, leur premier verre, elles vont toujours verser une goutte. Et c'est une manière d'honorer le défunt. C'est quelque chose, ça se fait comme ça, on boit avec eux, entre guillemets. Donc c'est quelque chose qui se faisait sur les plantations. Donc c'est difficile de dater à quelle époque exactement, mais c'est une pratique qui est née donc sur les plantations sucrières et que les Indiens ont eux aussi récupéré. Et à certains moments, donc pendant les rituels sacrificiels, puisqu'ils sacrifient des coqs et des boucs, donc des cabris, avant le rituel sacrificiel, sur l'espace sacrificiel, on peut verser du rhum blanc pour purifier l'espace, mais en fait ça sert aussi à éloigner tous les esprits des défunts qui seraient présents, puisque souvent ça a lieu dans des espaces de ruralité, en fait, et sur des anciens territoires de plantation. Donc on estime que l'âme de certains esclaves ayant vécu des vies très difficiles ou ayant pu avoir été assassinés serait encore présent. Donc on les éloigne pour que les divinités puissent trouver leur chemin jusqu'à l'offrande qui leur est faite. Et donc je vais embrayer, là on peut mettre le petit PowerPoint. Donc on va vous montrer une photo d'un rituel très particulier qui est ce dont je vais vous parler maintenant, qui est l'offrande du Samblani. Donc Samblani en créole, ça vient d'un mot tamoul qui signifie l'encens. Donc c'est une offrande d'encens qui est faite pour les défunts et qui a lieu à chaque anniversaire de décès pour les personnes d'une famille et surtout à la Toussaint. Ça, c'est un Samblani qui est fait à la Toussaint, donc pour vous montrer un peu comment c'est disposé. Donc on offre 7 colombos différents, donc 7 sauces de colombos différentes avec différents aliments, donc différentes viandes, différentes plantes du jardin qui sont cuisinées. Et on allume du camphre, on invoque certaines divinités, particulièrement Ganesh, au début de la prière, puis ensuite on invoque les défunts, on leur demande de venir et on les invite pour qu'ils puissent venir manger le repas qui leur a été préparé. Et le repas est préparé dans des conditions très particulières. Donc, très souvent, ce sont les femmes, mais pas exclusivement, qui préparent. Elles n'ont pas le droit de goûter le plat. C'est-à-dire que pour savoir si le plat est assez salé ou assez sucré, elles sont obligées de verser un petit peu de la sauce sur une roche chaude pour voir si ça grésille un petit peu ou pas. Et au moment, donc je passe assez rapidement pour ne pas monopoliser la parole, donc on offre de l'encens. Et au moment du partage, au moment du partage de la... C'est pas grave. Au moment du partage du repas, donc on dispose le repas donc dans la maison, puis on envoie les enfants. Il faut on aime bien quand il y en a 7, donc 7 innocents qui sont envoyés goûter le repas en premier. Donc après qu'on ait laissé les morts manger. Donc ça donne des scènes parfois assez rigolotes où les enfants ont très peur d'approcher puisqu'ils se disent « Oulala, il y a papy qui me regarde ». Donc ils y vont un peu à tâtons comme ça, puis quand ils voient les sucreries qui sont installées, ils en récupèrent quelques-unes, puis ils ressortent. Et à ce moment-là, les adultes peuvent aller manger et on partage le repas. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante chez les hindous en Guadeloupe et je suppose ailleurs aussi. C'est que les repas qui sont partagés, donc les repas notamment de cérémonies religieuses ou de partage après un décès, sont toujours des repas qui ont été offerts avant, soit aux dieux, soit aux défunts. Donc ce sont toujours des repas qu'on mange, qui ont déjà été consommés d'une certaine manière. Donc là, je vous ai mis une slide avec quelques-unes des plantes qui sont utilisées, puisque ces rituels aux ancêtres relient aussi avec la mémoire de l'exil, parce que les Indiens sont arrivés en Guadeloupe à la fin du 19e siècle, entre 1854 et 1889. Et donc les plantes qui sont cultivées dans les jardins participent aussi de l'alimentation rituelle, donc notamment de l'effort du jeûne.
Et ça fait dire à certaines personnes que des plantes comme celle qui est dans le panier avec les bananes, là, donc la Momordica balsamina, paroca en créole, en dessous c'est du pikenga, donc Lupha acutangula, et du Moringa oleifera, donc Moulinkile en créole. Et ça donne donc ce plat-là, donc deux plats, la courge avec la morue, donc le pikenga et la morue, et les feuilles de Moulinkile. Et ça fait dire à certaines personnes que la mort a un goût amer. Parce que dès qu'il y a un décès dans la famille, on se met à manger en fait ce genre de choses pour avoir des protéines, parce qu'on a arrêté la viande et aussi parce que ça fait partie de l'alimentation rituelle qu'on partage donc avec les défunts. Merci. Juste une question. Il y a une périodicité particulière pour pratiquer l'ensemble de ces rituels ? Alors pour le rituel du Semblanny, la Toussaint, ça c'est sûr et certain. Autour de la Toussaint, pas forcément le jour même. Et sinon, les sacrifices se font généralement en dehors de la période du carême chrétien, puisque les hindous de Guadeloupe ont tous été convertis. Donc généralement, on ne sacrifie pas pendant le carême, mais de là à dire que ce soit un absolu, j'irai pas jusque-là. D'accord, merci beaucoup. Céline, petite introduction aussi du coup sur le territoire qui vous a animé dans vos recherches. Alors, boire et manger dans les Andes, c'est une grande affaire. C'est une affaire collective. Donc on ne meurt pas seul, on ne mange pas seul, on ne boit pas seul. Et le processus de fabrication du mort, finalement, va durer au moins une année, avec des rituels très marqués. Puis ensuite, on estime que les morts reviennent pendant 3 ans. Et ensuite, ils peuvent commencer à s'envoler vers leur pays de mort et à ne revenir qu'à la Toussaint. Donc, quand l'annonce d'un décès a lieu dans la communauté, donc moi je parle de communauté parce que c'est comme ça que les gens se représentent, dans une communauté paysanne, toute la famille s'active. Il faut faire savoir aux personnes qui habitent loin que le défunt, que la personne vient de mourir. Donc, ceux qui habitent loin et qui peuvent vont essayer de revenir dardard. Quand ils sont en Argentine ou aux États-Unis ou en Espagne, c'est plus compliqué, mais on essaye de revenir et toutes les personnes qui reviennent pour l'enterrement qui a lieu le lendemain vont apporter des produits de l'endroit où ils habitent. Et donc on va trouver lors de la préparation du repas du défunt du premier jour des mangues, des terres basses tropicales. Ceux qui arrivent de la ville à côté vont apporter du raisin, enfin des produits qui sont de l'époque, de la saison, et puis de l'étage écologique dans lequel ils se trouvent. Et on peut presque parler, lors de la préparation du premier repas après la mort, moi j'y vois une dimension sacrificielle parce que justement on mange immédiatement tous les produits qui sont apportés par toutes les personnes qui arrivent pour l'enterrement. Alors je me souviens d'une préparation de repas comme ça où j'ai essayé de faire le décompte des pommes de terre que j'avais ingérées. On est dans une zone où on cultive la pomme de terre. D'ailleurs, on ne cultive pas beaucoup d'autres choses à part les fèves parce qu'on est à près de 4000 mètres d'altitude. Je crois que j'ai arrêté le décompte au bout d'une trentaine ou quarantaine de pommes de terre de cette taille-là. Et alors à ça, il faut ajouter les raisins, il faut ajouter tous les autres produits. Donc il y a un caractère sacrificiel dans cette ingestion collective. On mange immédiatement tout ce qui est apporté. Donc on prépare le repas qui va symboliser le corps du défunt. Alors, je n'ai pas apporté de photo, mais on va fabriquer une puka lawa. Puka en quechua, ça veut dire rouge. Lawa, c'est une soupe épaisse. Donc on va d'abord sacrifier des moutons. Alors, en fonction de l'opulence de la famille, il y aura plus ou moins de moutons. Donc, c'est exactement l'inverse de ce qui se passe apparemment sur votre terrain. Donc, on sacrifie les moutons. Et on dit que la chair du mouton est en fait la chair du défunt. Et que la soupe épaisse est son sang. Donc, on y reviendra probablement, mais il y a un aspect
cannibale dans ce repas funéraire. Toute la communauté doit venir. Alors, on compte à peu près 100 à 150 personnes. Alors, je trouvais, moi, que c'était un peu coercitif comme pratique, et on m'a répondu, ben oui, mais le jour où toi, tu vas mourir, tu seras bien content qu'il y ait du monde autour de toi pour t'accompagner et pour accompagner ta famille. Donc, c'est important que tout le monde participe. Donc, il y a une liste qui est faite, la liste du syndicat, pour être plus précise, et chacun doit payer un petit peu parce que, comme on me le disait là-bas, se marier, ça coûte cher, mais alors mourir, ça coûte une fortune. Donc, il faut aider la famille, il faut contribuer, chacun apporte une petite pièce et ça permet de payer la nourriture, mais surtout, parce que là, je vous parle de nourriture, mais il faut prendre en compte la boisson. Donc, on boit dans cette partie des Andes une boisson de maïs fermenté qui est de la chicha. Alors, c'est pas très fort, ça a entre 3 et 6 degrés, mais on en boit des litres. Quand je dis des litres, c'est des dizaines et des dizaines de litres, puisque, par exemple, quand l'anthropologue française arrive, on aime bien lui présenter un seau de 30 litres. Alors, d'accord, on peut inviter... 10 litres, mais on en apporte plusieurs fois, c'est ça que je vous dis. Donc, comme on ne boit jamais seul dans les Andes, on invite quelqu'un à boire. Donc, moi, je vais essayer d'offrir la chicha que j'ai dans mon seau, mais je vais devoir inviter quelqu'un. Donc, je vais boire pour quelqu'un. Et avant de porter la demi-calebasse pleine de chicha à mes lèvres, je vais systématiquement, et pas seulement la première fois, mais vraiment chaque fois que je porte le récipient à mes lèvres, j'en verse une partie pour le défunt, ou quand on n'est pas en rituel funéraire pour les montagnes ou pour la Pachamama, la terre-mère. Mais là, comme il s'agit d'un enterrement, ce sera pour le défunt et on va s'adresser au défunt en faisant les libations. C'est pour toi, je te demande d'en boire une partie, moi je vais boire le reste, et plaf, on en donne un petit peu. On boit la tutuma et ensuite on offre de la chicha à quelqu'un d'autre qui fera le même rituel et ainsi de suite. Donc toute la communauté va pouvoir s'enivrer au même rythme. L'idée étant justement de ne pas être en situation disharmonieuse par rapport à l'ivresse. Donc ça, c'est pour le premier repas. Et on continuera après, si vous voulez. J'ai un peu de micro bien sur le... Ah oui, d'accord. Bon. Juste une petite question pour relancer, Céline. Dans cette ingestion collective, pour reprendre votre terme, c'est quoi le but finalement? Est-ce que c'est tout simplement qu'on estime qu'on est dans une irréversible situation, de ne plus pouvoir envisager un retour vers le vivre ensemble, partager le repas tous ensemble, ou du fait qu'on s'oblige à ce que tout le monde soit là? Il y a je sais pas... Une attente de finalité impossible. Et puis ma deuxième question, c'est quand est-ce que ça s'arrête, cette ingestion collective? Alors, ça s'arrête quand il n'y a plus de chicha. Et donc, comme on mesure la générosité et le prestige de la famille, du propriétaire du mort, comme ils disent, à la façon dont ils s'occupent de leurs convives, ça peut mettre plusieurs jours. Par exemple, pour la dernière mort à laquelle j'ai assisté, on a continué de boire pendant 9 jours. Bon, parce qu'après, il y a des jeux, il y a des tas de choses qui se font. Et donc, pourquoi est-ce qu'on boit de cette façon-là? Mais d'abord, c'est pour consolider l'appartenance au groupe. On consolide son identité, consolide son appartenance au groupe, et c'est rassurant. C'est rassurant de savoir qu'on a un groupe autour de soi, qu'on ne meurt pas seul, qu'on n'est pas seul aussi quand on est dans la douleur. On boit avec les morts alors ça c'est avec les vivants, mais on boit également avec les morts, comme je vous disais, en faisant des libations, pour maintenir une communication avec eux et par là même continuer de les faire exister. Donc, il se crée un pacte de réciprocité entre les vivants et les morts.
C'est intéressant, ici je fais juste une petite aparté. Dans les Andes, toutes les relations sociales sont fondées sur des relations de réciprocité. Je travaille un jour pour toi, demain tu travailleras pour moi. Je te prête mes bœufs, mon attelage de bœuf, la fois suivante, c'est toi qui me les prêteras, etc., etc. Eh bien, quand on meurt, il se passe la même chose, non ? On doit aider les familles endeuillées, qui, à leur tour, nous aideront plus tard. Et puis, on a ce même devoir de réciprocité avec les défunts. Pourquoi ? Parce que on considère que les défunts sont ceux qui vont intervenir en ce qui concerne les phénomènes météorologiques. Donc, si les défunts ne sont pas bien traités, eh bien, ils n'enverront pas les pluies ou le gel au bon moment. Ou alors, au contraire, ils enverront des grêlons qui détruiront les récoltes, une vague de froid une fois qu'on n'en a plus besoin, etc. Donc, ce sont nos partenaires en termes de météorologie et en échange, les vivants se chargent d'aider les morts à devenir des ancêtres et à exister en tant que tels. Et donc, ils ont une part active dans l'activité productive de la communauté. Oui, mais je voulais rebondir sur cette question de l'alimentation, en fait, pour une petite question qui peut-être dévie légèrement, mais sur la question du traitement du corps de la personne qui est morte. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a des offrandes qui sont faites sur le corps du défunt, ou est-ce qu'on utilise des aliments, dans mon cas je pensais aux plantes alimentaires en fait, est-ce qu'on les utilise sur le corps, dans le cercueil par exemple, ou après sur la tombe? Est-ce qu'il y a des... Oui, alors on utilise... Alors, quand on enterre très vite, hein, dans les Andes, on enterre le lendemain, donc on a le temps de faire une veillée funéraire et ensuite on part au cimetière. Donc le jour même, quand le corps est parmi nous, d'abord on offre des bougies. Ça fait partie des offrandes parce qu'on dit que son âme se trouve dans la bougie, dans la lumière de la bougie. C'est son énergie qui est là. Ensuite, devant le cercueil, on va mettre... alors, soit j'ai vu des seaux, soit il n'y a pas de seaux et on fait les offrandes directement sur la terre. Comme c'est de la terre battue à l'intérieur des maisons, eh bien, à la fin de la soirée, et le lendemain on recommence en plus, eh bien, on est dans la boue. C'est une boue de chicha. Ah, c'est intéressant. Voilà, il y a une odeur un peu vinaigrée qui remonte, qui contribue, je pense... j'en parlerai plus tard, mais à créer un état très, très particulier. Et puis, on offre aux participants des feuilles de coca, de l'alcool, mais qui sont mangées pour le mort. Voilà. Donc, on prête son corps pour finalement manger en honneur du mort. Juste une petite question à toutes les deux. En France, en Occident, on aime bien finalement diffuser la représentation que la mort, finalement, c'est comme un échec. Et Pascal disait que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ce qui nous amène finalement à toutes les volontés nécessaires de produire des rituels. Est-ce qu'il y a un moment où une phase où le repas n'a plus lieu d'être, où on se dit voilà, ça y est, c'est fini, il est parti. Il n'y a plus lieu d'envisager de faire des festivités, des repas en procession ou dans l'esprit de continuer de vivre un moment avec lui. Alors, je pense que la question ne se pose pas vraiment, puisque si on arrête de faire des offrandes, enfin si on arrête d'honorer les défunts, on arrête tout. Donc du coup, à mon sens, moi je ne poserais pas la question de cette manière-là. Parce qu'oublier les morts, c'est s'oublier soi-même. Enfin, je verrais ça comme ça. Après, je ne sais pas si c'est la réponse exacte, mais... Alors, dans les Andes, on m'a souvent dit la mort, c'est quelque chose qui se mérite. Donc, ce n'est pas du tout la même démarche déjà. Je parle en ce qui concerne les personnes âgées, hein, parce que évidemment, la mort d'un jeune va être
quelque chose de très frappant, de très douloureux et qui peut provoquer la colère comme partout. Mais une personne âgée qui est fatiguée, ils vont dire elle était fatiguée, elle a bien mérité, elle a mérité de mourir. Donc ça se mérite. Et déjà, pour répondre à la première question. La deuxième, alors dans les Andes, on va festoyer autour du défunt la première année. On parle de mort chaud. Ils sont encore chauds, quoi. Ils apprennent à mourir en quelque sorte. Donc on les accompagne en leur donnant de quoi manger. Alors... je reviendrai probablement, mais sur la photo, voilà, celle d'avant, ça c'est, voilà celle-ci. Donc ça c'est une photo de la Toussaint, d'une première Toussaint. Donc c'est la première année qui suit la mort du défunt, et il faut encore lui apprendre à vivre dans sa condition de mort, de défunt. Donc, on va l'aider et on va lui offrir tout ce qu'il aimait lorsqu'il était en vie. Et lui va venir récolter. En fait, pour eux, c'est comme un processus agricole où il va venir récolter les produits dont il a besoin et qu'il va emporter vers son monde de mort. Donc, ça va lui permettre, d'une part, de pouvoir voyager, et ensuite de pouvoir vivre pendant un an sur ce qu'il va avoir récolté. Il faut savoir que dans les Andes, il y a un processus de synecdoque, si je ne m'abuse, c'est-à-dire qu'on demande, on présente en petit ce que l'on espère avoir en taille réelle. Donc, c'est pratique. Et on retrouve cela dans un nombre incalculable de rituels, où on va demander une petite maison de cette taille-là qu'on va fabriquer. Puis, en fait, c'est parce qu'on demande une vraie grande maison, voire une maison d'hacienda. Et d'ailleurs, pour la troisième journée, le jour après avoir enterré le mort, on a une activité qui s'appelle le puriay. Et c'est le jeu en quechua. Donc, c'est une journée où on va rigoler et on va créer une petite maison pour le défunt, et à côté de l'eau, d'une petite rivière ou de ce qu'on trouve, et on va lui recréer tout son environnement, tout ce qu'il aimait. Alors, je sais pas, moi, et tout le monde rigole à ce moment-là, tous les enfants, les grands. Donc, on va créer des petites casseroles en terre, les enfants vont participer, un petit balai. Dans ma communauté, au moment où je suis arrivée, on venait d'installer l'électricité. Eh bien, ils avaient créé, je me souviens une fois, une espèce de petite installation électrique très sommaire avec des petites pailles pour la petite maison, on sème des jardins, etc. Donc, on rigole beaucoup. Et toutes ces choses qu'on offre en miniature, comme ici, eh bien, ça fera partie de ce que le défunt va remporter chez lui. Donc, ça, c'est la première année. Et ensuite, il va revenir pendant 3 ans, où on va faire un hôtel un peu moins opulent. Et ensuite, eh bien, on estime que il est passé à une autre catégorie, et il bénéficiera des prières qu'on adresse à tous les défunts. Voilà. Donc nous, c'est à peu près pendant 3 ans qu'on a des rituels très très marqués, puis ensuite... Merci Céline. Je vous ai piqué au vif toutes les deux sur une problématique, la raison de ne plus voir la personne comme on l'a toujours vue, comme on l'a toujours imaginé à notre table, qui est au cœur un petit peu du sujet. Pourtant, on accepte de manger avec les signes du mourir. Catherine, on l'a évoqué, vous-même toutes les deux, c'est pas les signes du mourir, mais c'est les signes de la mort, en présence de ce repas, que ça soit chez Catherine, l'état du corps qui peut être en décomposition, stade cadavérique, la couleur de la peau qui évolue, les yeux mi-clos, la mâchoire tombante, les écoulements des sécrétions, tout ça, comment on peut l'admettre compte tenu des manières de table académiques, de bienséance qu'on nous a inculquées et qui là sont totalement anéanties finalement dans cette pratique du manger avec la personne en situation de disparition. On ne mange pas avec les morts partout dans le monde. Le monde se partage entre manger avec ou manger à côté dans une autre pièce que le mort. Et à chaque fois, c'est la dignité du mort en fait qui est en jeu. Soit on mange avec lui parce que ce partage
l'installe pour les sociétés à ancêtres, à ancestralisation, l'installe dans l'état d'ancêtre vers lequel il va. Et pour faire ce voyage, il a besoin d'être nourri et on va manger avec lui. Il est à côté et il commence à se décomposer. Dans d'autres sociétés, on organise des veillées et on mange et on boit avec ceux qui participent à cette veillée. Mais là, on ne mange pas avec le mort. Donc, on a ce partage qui est tout de même assez net, ce qui n'empêche pas de voir des évolutions. Et je vous renvoie à ce numéro d'études sur la mort que vous avez montré qu'il y a tout à l'heure, Boire et manger autour de la mort, avec un très beau texte de Céline Geoffroy, mais aussi un d'Alix Noble-Burnand, qui est très intéressant parce qu'elle montre que dans le Valais, le Valais suisse, on ne mangeait jamais avec les morts, mais on faisait ripaille carrément, alors qu'on le veillait et que régulièrement on allait le voir, mais on mangeait et on buvait à côté, et il y avait aussi ensuite un repas des funérailles. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans l'article d'Alix, c'est qu'elle montre que pour le décès de sa propre fille, jeune adulte, elle a organisé une longue veillée de 3 jours où le corps était présent et où tous ses amis, toute la famille qui s'est réunie, et chacun a apporté quelque chose que la fille d'Alix aimait manger. Pendant 3 jours, on a été dans quelque chose que nous connaissons bien parce que c'est vraiment présent quasiment dans le monde entier, dans toutes les sociétés. On a connu une forme de consolation sociale. Se nourrir, être ensemble, s'accueillir, pleurer ensemble, rire ensemble. Tous rapportent, que ce soit pendant ces repas de veillée ou pendant les repas de funérailles ou les cafés brioches ou les collations que vous connaissez qui sont nombreuses et variées, tous rapportent le fait qu'il y a un moment où nous rions. C'est vrai que l'alcool y aide un peu, mais ça fait partie de la possibilité de se séparer ensuite. On est là dans le travail du trépas qui est semé d'épreuves, et nous avons besoin donc de consolation sociale, d'être plusieurs, et nous avons besoin de manger et boire pour traverser ces épreuves. Et donc parfois, on y associe directement le défunt, et on lui fournit pour ce voyage un viatique qui est fait d'offrandes, ou à d'autres endroits, on ne lui fournit pas d'offrandes ou de nourriture, mais on se réunit et on se nourrit de sa présence de mort chaud, effectivement, encore. Lou, sur ce chemin qu'on essaye d'assurer vers une bonne mort. Oui, justement, mais je rebondis sur le mot de séparation, puisque par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, chez les hindous, la mort, c'est une séparation certaine, mais la mort aussi est liée à un passage, en fait, entre la vie et un autre monde, puisque les personnes qui sont hindous croient en la réincarnation. Donc il va y avoir tout un passage qui est organisé, et ça commence dès le bain qu'on fait au corps, en fait. Et alors là, ça ne concerne pas uniquement les Indiens, mais l'ensemble des Guadeloupéens, et probablement ailleurs aussi, je ne sais pas, mais avant que les pompes funèbres ne soient obligatoires, on lavait les corps à la maison. Donc c'était les femmes ou les hommes, peu importe, tout le monde avait le droit de participer au bain des défunts, et même les voisins ou les personnes très très proches. Et on utilisait donc des plantes, comme le patchouli par exemple, qui a une odeur très forte, et aussi et surtout le basilic à grandes feuilles. Et pendant très très longtemps en Guadeloupe, le basilic, les gens n'en mangeaient pas, parce que c'était lié à la mort, et on disait que l'odeur du basilic, c'était l'odeur de la mort. Et on faisait même des blagues avec, dans la nuit, comme ça, quand il y avait une petite odeur de basilic qui montait du jardin, on disait « Oh là là, attention, ça sent le basilic, là ». On le basilic, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des esprits qui se promènent. Et donc, voilà. Et juste, je vais revenir aussi sur la question de l'offrande qui est faite sur le corps, donc par rapport à la première photo qui était montrée, dans les rites hindous qui refusent le sacrifice animal, donc qui sont un petit peu plus brahmaniques.
C'est pas grave. Donc, dans les rites hindous qui sont un peu plus brahmaniques et qui refusent donc le sacrifice, on offre. Enfin, ça se fait aussi chez les hindous qui pratiquent le sacrifice, mais je pensais à ça puisque les personnes là qui sont sur la photo font une offrande de type brahmanique entre guillemets. Et donc, on offre des aliments sur le corps du défunt, par exemple des feuilles de bétel, des pétales de rose. On peut offrir aussi des graines de sésame, on va offrir du beurre. Si le corps est voué à crémation, on verse du beurre sur le corps. On offre des feuilles de basilic sacré, de tulsi, etc. Et donc là, je reviens sur les personnes qui pratiquent le rituel sacrificiel animal, donc qui arrêtent la consommation de la viande au moment du décès. Il va y avoir différents rites qui sont performés sur le corps du défunt, donc offrande de pétales de fleurs, offrande de lumière, donc de lampes ou de camphre. Pas forcément sur le corps, mais en tout cas à côté. Et surtout pour arrêter le deuil, je crois que c'est au bout de 40 jours, mais je ne voudrais pas me tromper sur la date exacte, on va sur la tombe verser du lait et verser du jasmin, des fleurs de jasmin blanc. Et on offre parfois aussi un petit peu de riz. Voilà. Donc ça, c'est une offrande qui est faite sur la tombe. Je reprends juste 3 de vos propos. Catherine nous évoque finalement la présence, la parole des derniers soignants, des derniers proches, qui est cruciale avant la mort. D'un côté, on m'évoque des ingestions collectives. De l'autre côté, on nous explique que les enfants ont même l'occasion de s'approcher du corps dans cette situation familiale. Vous ne croyez pas que le dernier repas, ou le repas de l'esprit, doit être un moment qui doit rester intime? Pensez pas que finalement le fait de tenter de répondre à la souffrance de chacun, de moi, des miens, des autres un petit peu plus loin, c'est quelque chose qui doit vraiment rester très personnel et non pas être offert comme ça à tout un chacun? Il n'y a pas quelque chose d'immoral par rapport à la morale qu'on essaye de nous instaurer? Ça dépend peut-être de quel côté de l'Atlantique on se trouve. Peut-être en France, c'est très intime de mourir, mais aux Antilles, dès qu'il y a quelqu'un qui est mort, tout le monde est au courant. Quand on fait des sciences sociales, on ne peut pas être d'accord avec ça. Non, la mort est un fait social. La mort nous convoque. La question de la réciprocité qui était évoquée tout à l'heure est encore très présente dans les confréries, ici en France, dans le nord de la France, dans la communauté juive, par exemple. Cette obligation social d'être présent, de cuisiner pour les endeuillés les plus proches, qui effectivement dans la communauté juive pendant au moins 7 jours ne doivent pas toucher une nourriture, préparer de nourriture, mais s'en font préparer. Les autres sont concernés, sont convoqués, sont indispensables. Je crois qu'il n'y a pas de société au monde qui laisserait se toucher au plus près par la mort seul, ou alors c'est le signe d'opprobre social. Et effectivement, c'est pas enviable, c'est pas désirable. Donc, les sciences sociales permettent de sortir de l'intimisation de la mort, qui est un phénomène qui nous a beaucoup touchés en France et dans les pays occidentaux pendant les 30 Glorieuses. 30 Glorieuses peut-être au plan économique et industriel, mais certainement pas au plan de la mobilisation sociale autour de la mort et des capacités de consoler ceux qui étaient dans la peine. On en est revenu depuis la fin du XXe siècle. On est dans une nouvelle ritualisation. Et les repas, vous l'évoquiez très bien, Kylian, tout à l'heure au début, les repas funéraires font partie maintenant du package des pompes funèbres. Et c'est très demandé. Et puis quand même, n'oublions pas cette interruption de la période Covid. Et l'absence de repas, l'absence de collation ensemble et de commensalité a été particulièrement douloureuse. En Guadeloupe, c'était l'interdiction des veillées funéraires, sachant qu'on doit veiller le mort toute la nuit, depuis l'heure du décès jusqu'au lendemain matin. Et là, c'est vrai que ça a été assez compliqué. Je crois que tous les territoires à ce moment-là ont vécu quelque chose de compliqué. J'essayais de vous piquer au vif naturellement en posant cette question, d'autant des cultures que vous évoquez. Par contre, question beaucoup moins saugrenue. Est-ce que ces pratiques, on est au rendez-vous de l'histoire, donc on doit regarder aussi un petit peu une profondeur historique, ces pratiques appartiennent certainement à une date très ancienne, c'est pas ce qu'on va aller rechercher dans les grimoires. Est-ce que vous avez l'impression malgré tout que ces pratiques se perdent au fil du temps par rapport à ce que les ancêtres peuvent évoquer comme densité de pratiques autour du fait alimentaire en période religieuse ou d'obsèques?
Alors, dans les Andes, je suis absolument convaincue que ces pratiques ne se perdent pas du tout, même je dirais qu'elles se consolident. Alors, il y a une concurrence déloyale avec Halloween pour les histoires de Toussaint. Bon. Mais dans les zones rurales, c'est, le moment de la Toussaint, c'est le moment de la réunion de la communauté, c'est le moment où on se retrouve. Les familles qui ont eu un mort dans l'année ou dans les 3 ans qui ont précédé vont s'organiser pour rentrer de la migration, pour se retrouver. C'est vraiment le moment où on affirme son appartenance au groupe, où on échange de nouvelles pratiques qu'on va apporter éventuellement même de l'étranger quand on a migré. Mais on réaffirme vraiment le lien social à ce moment-là. Et vraiment, je n'ai pas l'impression que ça se perde. Et même dans les villes, les classes moyennes, tout le monde fait son petit hôtel avec... Bon, ça peut être beaucoup plus humble que ce que je vous ai montré, un hôtel de cette ampleur. Mais on va toujours mettre un petit pain pour le mort, une tasse de café, un peu de chicha, un peu de bière, etc., des bougies, des fleurs. Tout le monde le fait. Moi, j'ai absolument l'impression que c'est très dynamique, au contraire. Alors, en Guadeloupe aussi, c'est très dynamique. Et là, je vais parler simplement des personnes d'origine indienne. Mais les rites de Semblanny peuvent être abandonnés par certaines familles pour différentes raisons. Par exemple, s'il y a des personnes de la famille qui savaient comment faire puis qui décèdent, par exemple, trop jeunes et qui n'ont pas eu le temps de transmettre. Et généralement, quand c'est le cas, ça veut dire que c'est le dernier lien, on va dire, avec vraiment l'hindouisme ou un mode de vie très, très indien, si je peux me permettre cette expression, qui va tomber. À partir du moment où on ne fait plus l'offrande aux défunts, on n'est plus tout à fait comme les personnes qui fréquentent le temple ou qui font des repas d'offrande, quoi. Et par contre, la pratique des rites funéraires, elle est toujours là. Et elle peut être amenée à être légèrement transformée, on va dire enrichie, en fait, avec des contacts, que ce soit avec des contacts avec l'île Maurice, avec l'Inde, où on va enrichir en fait la manière dont on va prendre soin du corps de la personne qui est décédée pour l'accompagner vers là où elle s'en va. Généralement, on dit que les personnes mortes partent vers Devilokam, Develogom en créole. Alors, normalement, la traduction exacte, c'est le pays des dieux. Mais on estime aussi que c'est le pays où part l'esprit des personnes décédées. D'accord. Je vais revenir à quelque chose qui sera moins spirituel, beaucoup plus pragmatique. La cuisine et la gastronomie, avant tout, c'est quelque chose de pratique. On aime bien faire des livres de cuisine chez nous, surtout à destination des vivants. Et je me demande si finalement il existe des recettes spécifiquement destinées à des situations d'accompagnement ou de communication avec les morts. En France, sans le savoir, à chaque Pâques, on sert dans nos boulangeries le fameux pâté de Pâques, qui, je rappelle, est une forme de symbolique, où un œuf est en train de ressortir d'une forme de caveau en croûte, qui donne l'éclosion d'un œuf fécondé, comme d'un corps qui est sorti d'un caveau en période de Pâques. Je ne dirai pas de qui je parle, naturellement. Est-ce qu'il y a une recette aussi symbolique dans chacune de vos lectures anthropologiques, voire est-ce qu'il existe carrément des livres de recettes liés aux festivités destinées à la mort? Alors, dans les Andes rurales dans lesquelles j'ai travaillé, il n'y a pas beaucoup de livres de recettes parce qu'il y a beaucoup aussi d'analphabétisme. Donc, il faudrait un livre avec beaucoup d'images. En revanche, il y a des recettes de mort, oui, le plat des morts, et j'en parlais tout à l'heure, la pukalawa par exemple. Il y a des plats qu'on mange uniquement pendant l'époque qui commence à la Toussaint, donc début novembre, et qui termine au carnaval. Et en fait, cette époque correspond à l'ouverture, enfin, c'est le début de la saison des pluies et la fermeture de la saison des pluies. Donc, Toussaint et Carnaval sont des fêtes qui sont très liées dans les Andes. D'ailleurs, parfois, on retrouve des rituels qui se ressemblent, des danses qui se ressemblent, des pratiques aussi. Mais on va utiliser seulement certains instruments musicaux à ce moment-là et qu'on arrête de jouer à Carnaval.
Et donc les repas sont très... Enfin, il n'y a pas de livre de recettes, mais certaines recettes, oui, sont privilégiées. Alors, pour ce qui concerne les personnes d'origine indienne uniquement, parce que sinon, si on commence à parler de la Guadeloupe, il va y avoir tout type de plats qu'on peut manger pendant les veillées funéraires, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais juste pour les personnes d'origine indienne, ça ne me dit rien qu'il y ait des recettes très particulières, sinon les plantes qui sont préparées à ces occasions-là. C'est tout. Catherine, une astuce du chef en période d'approche de la mort. Oui, c'est l'approche du repas, donc je peux peut-être dire un mot, parce que la Corse est encore en France, de ce qui s'écrit sous la forme de recettes pour la veillée et pour le repas. Il se trouve que je viens de mener une étude sur la manière dont la confiscation des morts et des rites pendant la période Covid a affecté les Corses. Je pars la semaine prochaine faire la même chose en Martinique. Eh bien, pour ce qui concerne les Corses, et pour nous mettre en appétit, tout de même, à 1h du matin, les voisines de la famille qui est endeuillée préparent du saucisson, du jambon, du fromage et du vin. C'est absolument indispensable, mais aussi un estomac farci de sang et d'herbes. Et ça se mange donc dans la nuit, après 1h du matin. Mais on peut aussi mettre des anchois et de la vinaigrette. Et puis, il y a aussi des gâteaux au brochou, bien sûr, du café à tous les moments de la nuit pour rester éveillé et avec le vin, pouvoir aussi un petit peu se désaltérer. Et le repas funèbre, ensuite, est constitué aussi de charcuterie, mais aussi de pâtes et de ragoûts. Surtout pas de viande rôtie, car il ne faut pas que la viande soit rôtie au soleil. D'une certaine manière, c'est fâcheux pour le défunt, alors que rôtie à feu doux ou sous la forme de daube, c'est particulièrement apprécié pour le défunt lui-même et pour la communauté qui se réunit, avec tout de même une très jolie solidarité, même si on est très ennemis avec certaines familles. Si on a la plus grande maison dans un village, c'est dans cette maison-là que se dérouleront tous ces repas. Et surmonter donc le désir de vengeance et les haines bien recuites pour le coup, c'est très intéressant de voir comment ça se pacifie le temps de la mort et justement autour de ce partage de nourriture. Merci Catherine. Tout ce qu'on a évoqué ensemble jusqu'à présent pour le public paraît peut-être peu conventionnel ou non conventionnel par rapport à toute la normativité qu'on essaye de nous inculquer dans notre évolution au sein de cette société. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au public, mesdames, pour qu'il admette finalement d'adopter éventuellement toutes ces pratiques qui sont éloignées de nos prescriptions? Comment arriver à leur faire admettre? Moi, ce qui m'a le plus frappé quand je suis arrivée en Bolivie, c'est justement cette importante convivialité entre les vivants et les morts, et qui dédramatise la mort finalement, non? Alors quand on arrive à côté du défunt qui est dans son cercueil, ou alors seulement dans une couverture quand on n'a pas eu encore le temps de chercher un cercueil, et qu'on voit la veuve éplorée qui en lui donnant à boire, l'engueule. « Ouais, c'est bien facile, maintenant t'es mort, tu vas te reposer, moi je dois encore travailler, je vous ai dit que la mort se méritait. » Eh bien, je trouve que c'est sympathique. Le défunt continue de participer à la vie des vivants, il est encore là, on s'adresse à lui. Et d'ailleurs, chaque fois que quelqu'un rentre dans la pièce où le corps est là, il lui parle, il lui demande pardon, il demande qu'on n'ait plus de conflits, on lui fait des cadeaux, des offrandes de bougies, de chicha, enfin donc de la boisson fermentée de maïs, de coca. Je trouve que c'est un moment de grande convivialité. Et quand le défunt est absent, donc le soir après l'enterrement, où on revient et on rejoue avec toutes les personnes présentes, on continue de s'adresser au défunt. Donc il fait encore partie de la vie des vivants. Et ça permet d'apprivoiser la mort en quelque sorte,
Et le fait de boire ensemble, de boire entre vivants, de boire avec le défunt, de le nommer, de le faire exister à travers le nom, et aussi par le fait de lui donner concrètement à boire. Tout à l'heure, vous disiez que ce ne serait pas très tangible, tout ce dont on allait parler, mais là, on échange vraiment des aliments et de la boisson pour le défunt. Eh bien, tout ça, ça crée un moment qui est certainement triste, mais où on est ensemble, on peut rigoler, hein, parce que c'est sûr qu'au bout de plusieurs jours et de plusieurs litres de chicha, de seau, on a envie de rigoler parfois. Donc la solennité se détend un petit peu. Et voilà, moi je trouve que cette convivialité qu'on peut créer autour de la mort est un très grand apprentissage, en tout cas en ce qui me concerne. J'ai trouvé que c'était très chouette comme moment. Mais est-ce que c'est vraiment sacré ? C'est moi qui vous pose la question. Parce que c'est très impressionnant de voir quelqu'un qu'on aime mourir, mais est-ce que c'est sacré au sens fort du terme ? Je vais répondre à la question alors du coup. Je pense que pour parler de ce thème, il faut peut-être déjà s'obliger à distinguer deux choses. C'est pour ça que j'ai vraiment séparé ma voisine de gauche de mes voisines de droite, parce que je pense qu'il faut s'obliger déjà à distinguer les sciences, la physique du corps, la biologie, la physiologie, de la métaphysique. Que ce soit les croyances, que ce soit la liberté de penser, la liberté d'agir durant les pensées jusqu'à se désinhiber, la lecture de l'existence de l'âme. Je pense que finalement, ces deux éléments échappent totalement à l'expérience du ressenti qu'on a tout un chacun quand on envisage de développer notre personnalité au sein d'une vie, et d'autant qu'il s'agit d'une relation entre deux personnes, une présente et l'autre qui ne l'est plus. C'est pour ça que je vous ai tellement titillé sur la notion de collectivité qui m'interpelle beaucoup plus, car en général, quand on a tous une expérience de perdre un défunt, c'est individuel. Oui, si je peux me permettre de rebondir dessus, le moment où le corps est, le corps du défunt est exposé donc dans la maison aux pompes funèbres, c'est un moment aussi de forte intensité où c'est les derniers instants avec la personne. Et donc on peut à ce moment-là, en tout cas en Guadeloupe, on peut lui parler, on peut le toucher, on peut surtout lui raconter des choses pour que là où il ira les raconter à des personnes qui sont déjà mortes. Et vous savez, quand tu vois telle personne, tu lui racontes ça. Ce genre de petites choses-là qui, je pense, aussi servent un peu peut-être à dédramatiser ou à faire sourire. Et les veillées funéraires en Guadeloupe sont des moments où on peut chanter, raconter des histoires. Il y a énormément de traditions comme ça qui se sont perpétuées depuis plusieurs siècles. Et ce sont des moments où il peut y avoir de très grandes joies. Ce sont des moments bruyants où tout le monde parle en même temps. Et il ne faut surtout pas laisser le défunt seul. Catherine, votre avis sur ce dernier point avant de laisser la parole au public ? Eh bien, les morts sont des intercesseurs, ici aussi. Nous leur parlons. Évidemment, je vous renvoie aux très beaux travaux de Vinciane Després qui était dans ce château cet après-midi. La manière dont les morts nous font agir et où nous sommes en communication avec eux nous montre que même si nous n'avons pas autant de démonstrations dans nos manières d'être avec eux collectivement, puisque nous en parlons de plus en plus, puisque des rituels s'inventent, se retrouvent, puisque la littérature, le cinéma portent un point de vue, des points de vue sur la mort, moi j'ai l'impression que nous ne pouvons plus parler de déni. Et certainement pas de tabou, puisque je rappelle que le tabou, c'est interdit parce que sacré. Quand on a effacé la mort, comme on l'a fait beaucoup et comme on le fait encore beaucoup dans nos établissements de santé, on est dans un effacement. On n'est pas dans la dimension sacrée. Et je crois que c'est à nous, citoyens, de dire la nécessité d'être ensemble autour de la mort et de pouvoir parler enfin de toutes ces questions comme on le fait ce soir. Le public. J'espère qu'on vous a suffisamment titillé pour que vous ayez des questions, des interventions, des avis à donner. Il y a des mains qui se lèvent, mademoiselle, c'est possible. Merci beaucoup. Merci tout d'abord de votre intervention. C'est vrai qu'après une conférence sur la fin de vie, ça fait du bien d'entendre de boire et manger avec les morts. J'aurais une question par rapport
Enfin, 2 questions. Quelle est la place de la musique et du chant dans tous ces rites-là? Et par rapport aux enfants, quelle place ont ces enfants pendant ces rituels? Est-ce que les communautés ont conscience d'éduquer à apprivoiser la mort? Et quelle est leur réaction à ces enfants-là? Alors, je m'adresse aux 3 conférencières. Qu'est-ce qui se passe dans les Andes, en Guadeloupe et peut-être en soins palliatifs? Quelle place on laisse aux enfants? Céline, Merci. sur la musique peut-être plus spécifiquement, et puis Lou et Catherine sur les enfants. Oui, alors je peux répondre rapidement. Alors, dans les Andes, on considère que le mort doit être heureux. Justement, dans les Andes, il est divinisé et on pense qu'il doit s'en aller dans son monde divin, enfin divinisé, avec toutes les joies qu'il avait lorsqu'il était en vie. Donc il faut que que ce soit une explosion sensorielle, il lui faut de la couleur, il lui faut de la musique. Et s'il peut partir en fanfare littéralement, eh bien tant mieux. Oh, ça coûte cher la fanfare, donc il faut bien un petit peu d'obol quand on arrive. Donc oui, la musique est importante. Dans les Andes que j'ai vues, on ne chante pas, mais en tout cas, le jour de l'enterrement, on l'emmène en fanfare. Et quant aux enfants, ils font vraiment partie du rituel. Alors quand ils sont tout bébés, on hésite à les emmener à la veillée mortuaire parce que la mort est considérée comme une souillure, la mort pollue et la mort est dangereuse. Mais si la mère place une herbe particulière, qui est une forme de menthe sauvage, sur ses seins, pendant la veillée mortuaire, ça empêche de transmettre au lait la maladie du cadavre. Donc les bébés peuvent aussi assister aux enterrements si la mère a pris ses précautions. Et puis ensuite, pendant les Toussaints, on voit des hordes de petits-enfants circuler d'hôtel de dessins récents en hôtel. Ils chantent pour le défunt des couplets très amusants d'ailleurs. Et ils sont rétribués, des petits, hein, ils peuvent avoir 7, 8 ans, ils sont rétribués en petits pains des morts, avec de la chicha. Donc ils boivent le sang du mort et ils mangent son corps, parce que les pains sont considérés comme la représentation du défunt. Donc les enfants sont totalement insérés dans tous ces rituels et je pense que ça participe de cette domestication, de cet apprentissage de la mort. On apprend à mourir dès qu'on arrive sur cette terre. Je vais rebondir juste sur la question de la musique et du chant. Donc en Guadeloupe, effectivement, les veillées funéraires, on chante. Chez les Indiens particulièrement, on va chanter des épopées ou des extraits de chants qui racontent des histoires. Et les enfants sont présents, ils peuvent entendre les adultes chanter, puis chanter eux-mêmes aussi, et apprendre oralement par répétition. Et puis aussi, en Guadeloupe, ça se fait beaucoup de partir en musique. Quand le cercueil sort de l'église, à l'époque, il y avait des fanfares, maintenant ça se fait beaucoup moins. Et sinon, on met de la musique. Généralement, on met les musiques que la personne qui est décédée aimait. Donc ça peut être extrêmement festif, et c'est un moment où on fait même danser un petit peu le cercueil, autant que faire se peut, pour que le mort puisse partir content. Voilà. Alors, musique. À part Céline Dion, Cabrel et les grands classiques qu'on a dans les cérémonies, notamment dans les maisons funéraires, les jeunes, ça permet de parler aussi des enfants et des adolescents, chantent, écrivent des morceaux des morceaux de musique, font entendre leurs propres sons et leurs propres goûts musicaux et sont de plus en plus présents. Sans doute les bébés ont été effectivement exclus. Je pense à la Bretagne traditionnelle où si quelqu'un mourait vieux uniquement, les bébés étaient invités à l'embrasser ou en tout cas à rapprocher leur bouche du défunt, parce que vivre vieux signifiait pour ce bébé de manière conjuratoire qu'il connaîtrait aussi une longue vie. Mais s'il y avait une mort plus jeune, un accident, une mort brutale, jamais on amenait les bébés. Mais le mouvement aujourd'hui, alors en soins palliatifs et ailleurs, c'est effectivement d'inclure les enfants dans ce qui se fait, ce qui se vit, ce qui se pleure aussi.
Parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on évacue la dimension tragique complètement, hein, même si nous avons parlé de choses qui réjouissent le cœur. La dimension tragique et le chagrin ont une place, et de plus en plus, on y associe les enfants et on est sensible à leur propre peine. D'où l'importance peut-être aussi de savoir dire la mort aux enfants quand quelqu'un meurt dans la famille. Une autre question ? Une autre question ? Une intervention ? Un avis personnel ? Une expérience, très sérieusement. Oui, Jeanne. Moi, ça m'a beaucoup rappelé ce qui se passait à l'époque romaine, en fait, où les Romains mangeaient sur les tombes des défunts, faisaient des libations sur les tombes des défunts, à la date anniversaire de leur mort, mais aussi lors des fêtes rituelles qui revenaient chaque année, des commémorations anniversaires. Et les Romains se sont opposés, enfin une fois qu'ils ont été convertis au christianisme, ils ont continué pour la plupart ce genre de rituel, et même parfois dans les basiliques funéraires à Rome, à l'intérieur des églises, où les gens étaient enterrés à l'intérieur des églises. Et donc les évêques, les prêtres se sont opposés à ces rituels, hein, mais ça a mis des siècles et des siècles avant qu'ils arrivent à arrêter ce qui était considéré comme des rituels païens, désuets qu'il fallait complètement arrêter, parce qu'on arrivait jusqu'à être ivre sur les tombes des défunts à l'intérieur des églises. Et donc je me demandais par rapport à vous, vos expériences dans les Andes, la Réunion, quelle est la part le rôle du christianisme? Est-ce qu'il y a eu une influence? Est-ce qu'ils ont essayé de contraindre, d'arrêter ces rituels, ou pas du tout? Dans les Andes, peut-être c'est des territoires un peu plus où le christianisme n'a peut-être pas pénétré, je ne sais pas. Alors, dans les Andes, on boit sur les tombes, on mange sur les tombes, et les prêtres essayent d'éviter ça. Et il y a des arrêtés municipaux, c'est systématiquement contourné. Et du coup, maintenant, je pense que c'est admis que les gens continueront de boire, importeront de l'alcool en cachette. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste à des bénédictions de crânes par les prêtres dans les cimetières. Et ça, c'est une pratique qui est de plus en plus commune. On apporte son crâne, alors soit du grand-père, soit d'un mort violente, donc qui est très puissant. Et on l'orne avec beaucoup de feuilles de coca, de l'alcool, des tas de décorations. Et on fait la queue devant le prêtre pour qu'il les bénisse dans le cimetière. Au moment de la Toussaint. Alors en Guadeloupe, du coup la Réunion je ne sais pas, mais en Guadeloupe généralement on ne mange pas dans les cimetières. Ce sont des endroits aussi où, contrairement à ce qu'on fait à Paris par exemple, on ne va pas se promener. On n'emmène pas sa petite amie se promener au cimetière. C'est quelque chose qui ne se fait absolument pas, et ce serait même vu comme quelque chose d'un peu voyeuriste en fait, puisque ce sont là où les défunts des familles sont enterrés, donc on ne va pas se promener là. Sinon ça pourrait même être associé peut-être à une intention mauvaise en fait, un peu sorcière. On ne va pas faire ça. Et du coup, par contre, pour le passage entre l'hindouisme et le christianisme, alors pour les Indiens eux-mêmes, c'est pas un problème. Je veux dire, ils acceptent ça. Bon, parfois, ils en sont pas forcément contents de la manière dont ça s'est passé, mais ils l'acceptent. Donc, ils peuvent passer de l'un à l'autre très facilement. Pour le clergé, c'est une autre affaire, et parfois, c'est très dur. Je vais m'arrêter là sur ce sujet-là. Il y a une question devant. Je ne sais pas si on n'a pas le micro, la personne peut peut-être parler sans micro. Peut-être gagner du temps. Jeanne, allez-y. Votre question.
Je suis désolé, Jeanne, ce que je vais vous proposer, vous connaissant particulièrement, c'est de vous mettre en contact avec les 3 individus autour de moi pour que vous puissiez directement échanger avec eux. Parce que je sais que vos questions, en général, finissent par être des dialogues. Et comme je m'aperçois que le service technique est déjà en train de nous mettre dans les ténèbres, je préfère directement me rapprocher de la fin et souligner, et d'abord dire merci aux intervenantes autour de moi, souligner que Juste souligner en conclusion que les rituels, finalement, continuent de perdurer, peut-être pour faire vivre, justement, pour garder le souvenir des disparus, pour faire en sorte de laisser les souvenirs après le départ, et avec un besoin d'immortalisation, même si c'est quelque chose qu'on aurait pu envisager de développer. Je suis désolé si quelquefois on a parlé du deuil avec un petit peu de légèreté. C'était obligatoire d'essayer de transiger sur l'aspect cérémonieux de ce titre. On aurait pu envisager de rebondir sur du Nietzsche qui nous rappelait, selon lui, qu'il faut oublier pour continuer de vivre. On n'était certainement pas tous d'accord sur ce sujet. On aurait pu envisager de parler de Proust avec toute la place de la nostalgie qu'il a pu évoquer de son côté. Notre pensée, dans tous les cas, j'espère qu'on a su, on a tenté, bon, j'espère qu'on a su arriver aujourd'hui à lui amener une forme d'évolution au sein de la pensée globale de la communauté que nous sommes, tous ensemble, ici, parce que cette pensée est une matière en mouvement qui, comme l'histoire ne cesse d'évoluer, on est tous ensemble ici, le public et les intervenants, une forme de communauté, de société, d'humanité qui est déterminée mécaniquement à penser ce que nous sommes, à continuer de penser notre présence, notre existence, notre devenir, en exprimant sans cesse finalement le sens que l'on souhaite donner aux choses, le sens que l'on souhaite donner à la vie, et aussi à la vie après la vie, qu'elle a sans cesse finalement pour nourrir notre corps et notre esprit. Merci, bonne soirée.